Ok, bonjour à tous. Bienvenue à la formation d'introduction à la cybersécurité pour l'hiver 2023. Plan de la séance. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir comment ça fonctionne apprendre la cybersécurité en général. On va voir c'est quoi la suite de formation qui est offerte par le club. Après ça, on va rentrer un peu plus dans le monde de la cybersécurité. Fait qu'on va parler de hacker, de pentester, de analyste en cybersécurité. C'est quoi que ça veut dire ces mots-là? On va parler de script kiddie un petit peu. Euh, on va voir la Red Team et la Blue Team, qui sont deux concepts en cybersécurité. Qu'est-ce que ça veut dire, ces concepts-là? On va parler de tests d'intrusion, dont les phases d'un test d'intrusion. Et ça, c'était un petit peu plus la partie sur le monde de la cybersécurité. Après ça, on va rentrer un peu plus dans le concret. On va parler des outils en cybersécurité, c'est quoi? On va parler un petit peu de Linux. Et après ça, on va parler surtout des distributions Linux Kali et Parrot. On va parler de machines virtuelles. Puis finalement, ben, comment vous pouvez setter vos affaires, comment vous pouvez installer Kali ou installer Parrot pour pouvoir faire du hacking. Puis finalement, toutes les vidéos, toutes les formations qui sont offertes par le club, ça finit toujours avec une section de pratique. Fait que c'est des tutoriels ou des choses comme ça, où est-ce que vous pouvez, un peu comme des exercices après un cours dans le fond. Fait que où est-ce que vous pouvez mettre en pratique ce qu'on a vu dans la séance d'aujourd'hui. Fait que sans plus attendre, comment qu'on apprend la cybersécurité? Ben, la cybersécurité, on peut voir ça un peu comme une pyramide. Puis, il faut comme apprendre les bases pour après ça apprendre l'autre niveau au-dessus, puis l'autre niveau au-dessus. Puis ça commence comment? Ben, ça commence par les compétences fondamentales. Fait que c'est la programmation, les réseaux, les applications web. Il faut comprendre comment les choses fonctionnent pour comprendre comment les hacker. Ça, souvent, ça intimide les gens, mais on n'a pas besoin de connaître, on n'a pas besoin d'être des experts dans ce domaine-là pour pouvoir commencer à s'amuser, en tout cas. On a juste quand même besoin d'apprendre un petit peu les bases. Après ça, une fois qu'on comprend au moins un petit peu comment que la technologie fonctionne, on peut commencer tout de suite à rentrer dans la cybersécurité. Puis on va voir les bases de la cybersécurité. Dans le fond, chaque fois qu'on hack quelque chose, ça revient toujours un petit peu au même. On a toujours un peu la même méthodologie, toujours un peu les mêmes étapes qu'on va faire, peu importe qu'est-ce qu'on essaie de hacker. Fait que ça, c'est les bases de la cybersécurité, que c'est comme ça qu'il y a en commun. Chaque fois que vous essayez de hacker quelque chose, ça va toujours revenir un petit peu au même. Puis finalement, c'est en haut de ça que là, on a la cybersécurité avancée, ou disons la cybersécurité plus spécifique, où est-ce que là, on va apprendre comment tester, supposons, des sites web en particulier, comment hacker des Wi-Fi en particulier, des affaires comme ça. Fait que c'est sur ça qu'est basée la suite de formation qui est offerte par le club. Là, je parle ici de la suite de formation comme d'introduction à la cybersécurité. Fait que là, en ce moment, vous êtes en train d'écouter la formation d'introduction à la cybersécurité. Puis, dans le fond, c'est une suite de 7 formations qui couvre un peu les compétences fondamentales avec la formation sur les réseaux puis sur les applications web. 2 formations d'à peu près 1 heure, que dans le fond, c'est tout sur notre chaîne YouTube. Puis c'est des formations condensées de 1 heure qui vous apprennent à peu près ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir après ça vous amuser à faire de la cybersécurité. Fait que vous shootez ça pendant 1 heure, les 2 vidéos, ça fait 2 en tout. Puis après ça, vous êtes prêt à comme embarquer dans le monde de la cybersécurité. Fait que ça couvre les compétences fondamentales, puis après ça, on commence à rentrer dans les bases de la cybersécurité, puis là, on voit que ça tend un peu vers le mauve, où est-ce que là, on commence vers les 2 dernières formations à rentrer dans des choses plus spécifiques, donc les applications web, les attaques système et réseau. C'est, dans le fond, les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 premières sont toutes, ils ont déjà été faites, dans le fond, fait qu'ils sont sur notre chaîne YouTube, fait que vous pouvez aller les voir n'importe quand. Puis les 2 dernières, donc les attaques web, les attaques système et réseau, c'est 2 formations qu'il y a cette session-ci. Donc une en mars puis une en avril. Donc c'est ça notre suite de formation. Fait que le monde de la cybersécurité, ça ressemble à quoi? On va commencer par un petit peu de définition pour qu'on se retrouve un petit peu dans tous ces mots-là. C'est quoi un hacker? Un hacker, ben, c'est quelqu'un qui aime comprendre comment l'informatique fonctionne, puis comment modifier, puis briser les affaires. En fait, le mot hacker a été comme un peu
hijacké, disons, là, j'ai pas le mot en français, là, mais il a été utilisé beaucoup par les films, puis par les médias, puis toutes ces affaires-là, pour décrire des gens qui sont méchants, les gens qui hackent des banques, ou qui hackent des gouvernements, ou qui volent votre argent, ou des affaires de même. Mais à la base, le concept de hacker quelque chose, c'est plus le concept de prendre un objet, de comprendre comment il fonctionne, puis faire de quoi de différent. Un peu comme prendre une machine à café, puis plugger un Arduino dessus pour que ça devienne une machine à café connectée. Mais ça rentrerait dans la définition originale de hacker. Fait que ça, ben, à cause que c'est maintenant rendu péjoratif, on essaie d'éviter ça quand on est au niveau professionnel. Fait qu'on va plus l'utiliser quand on va être dans des communautés de hackers. Fait que si vous allez au Hackfest, par exemple, ou quand vous participez à des compétitions de hacking, le monde va s'appeler, vont se dire qu'ils sont des hackers entre eux. Mais disons, quand on écrit son CV, quand on parle à des gestionnaires ou quand on applique pour des jobs, on essaye rarement de s'appeler hacker parce que c'est souvent mal vu par les gens qui sont pas dans le domaine. Fait que l'équivalent, disons, professionnel d'un hacker, ce serait un penetration tester ou un pen tester, qui est la version condensée. Ça, c'est le nom en anglais. Puis c'est un hacker qui est employé par une entreprise pour hacker leur service et identifier les vulnérabilités. Fait que ça, on va voir ça un petit peu plus tard quand on va voir les tests d'intrusion. Il y a plusieurs synonymes pour ça. Quand on travaille, supposons, au gouvernement, les noms d'emploi sont pas en anglais. Fait qu'en français, on va dire testeur en cybersécurité, testeur d'intrusion, ou parfois hacker éthique, que j'ai déjà vu quelques fois, mais personnellement, j'aime pas tant ça. C'est plus testeur en cybersécurité. Ça se peut que vous voyez aussi, en fait très souvent, le terme analyste en cybersécurité, c'est un terme plus large, parce que la cybersécurité, ça inclut pas juste hacker des affaires, ça inclut aussi se défendre contre les attaques, ça inclut comment réagir quand on se fait attaquer, plein de choses comme ça. Fait que le terme analyste en cybersécurité, ça comme comprend tous les domaines de la cybersécurité. OK. Un script qui dit. Un script qui dit, c'est des mots qu'on voit quand même souvent sur Internet. Vous allez dans des forums de hacking, des affaires de même. Puis dans le fond, un script qui dit, là, je vous lirai pas toute la description. Si vous êtes sur les Internets, vous pouvez faire pause pour le lire si ça vous tente. C'est la définition du Urban Dictionary. Mais ça peut être résumé en disant que dans le fond, un script qui dit, c'est quelqu'un qui va prendre des outils de cybersécurité. On va voir c'est quoi un outil de cybersécurité plus tard. Quelqu'un qui va downloader des outils de cybersécurité puis qui va juste les exécuter sur des sites web ou sur des cibles. Puis ça va les hacker tout seul. Puis là, il va être fier de lui puis il va dire « Ah, check, j'ai hacké cette affaire-là. » Mais dans le fond, il a aucune idée de ce qui s'est passé. Puis il a juste downloadé des affaires sur Internet puis il les a exécutées puis il a croisé les doigts pour que ça marche. Puis ça, si on pense un peu à la description d'un hacker qu'on a vu tantôt, ben c'est vraiment contre l'idée de c'est quoi un hacker. Pour être un bon hacker, il faut apprécier de bien comprendre les affaires. Fait qu'un script qui dit, c'est un terme péjoratif, au cas où que c'était pas encore clair. Puis dans le fond, c'est les gens qui font de la cybersécurité juste pour hacker des affaires. En fait, vous allez être beaucoup plus compétent, vous allez être beaucoup plus respecté dans le monde des hackers si vous prenez le temps d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. C'est juste ça la petite parenthèse sur le script qui dit. Red Team et Blue Team dans les entreprises. Fait qu'on a évoqué un peu Red Team, Blue Team tantôt. On va voir c'est quoi. La Red Team, ça représente la partie cybersécurité offensive qu'il y a dans une entreprise. Fait que ça, c'est surtout des pen testeurs ou des testeurs en cybersécurité, comme on l'a vu tantôt. C'est des gens qui vont hacker vos affaires, qui vont hacker l'infrastructure de l'entreprise, ça peut être des sites web, des serveurs, des choses comme ça, qui vont identifier des vulnérabilités, puis qui vont faire des rapports de vulnérabilité pour que, en fait, la Blue Team corrige les vulnérabilités, dans le fond. Ça peut aussi inclure des chercheurs en cybersécurité, c'est aussi inclus dans la cybersécurité offensive. Ça va être plus des gens qui vont, supposons, GitLab, ça peut être un exemple d'une application, que les gens vont chercher activement des vulnérabilités dedans pour les déclarer pour qu'ils se fassent corriger. Fait que disons, des pentesters, c'est un peu employé par une entreprise, puis des chercheurs, ça va être un peu plus indépendant, disons. Ça, c'est la partie cybersécurité offensive, mais c'est un peu la pointe de l'iceberg de la cybersécurité, parce que la plus grosse partie de la cybersécurité, c'est
La Blue Team, c'est la cybersécurité défensive. Dans le fond, c'est pratique de se hacker soi-même, c'est vraiment le fun de hacker des affaires, mais pour les entreprises, ce qui est important, c'est plus de ne pas se faire hacker, fait qu'ils vont beaucoup plus, il va y avoir beaucoup plus de postes, dans le fond, de Blue Team, de sécurité défensive dans la vie de tous les jours que de sécurité offensive. Fait que c'est des postes qui sont absolument cruciaux, c'est probablement les plus importants. Fait qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le domaine de la Blue Team? Il va y avoir de la détection d'incidents, fait que ça, c'est savoir quand on se fait hacker, parce que ça a l'air drôle de même, mais c'est pas tout le temps évident. Il y a quand même beaucoup de techniques quand même avancées pour hacker quelqu'un puis qui s'en rendent jamais compte qu'il s'est fait hacker dans le fond. Fait que faut mettre des choses en place pour qu'on sache si on se fait hacker ou pas. Fait que ça, c'est les gens qui travaillent en détection d'incidents. Des gens qui vont faire de la réponse aux incidents. Donc, s'il y a une fuite de données, s'il y a si tous vos serveurs se font chiffrer, des affaires de même, il va y avoir une équipe spécialisée là-dedans qui vont essayer de comme, sauver les meubles puis essayer de réparer tout. Ça, c'est les gens qui vont faire la réponse aux incidents. Puis les développeurs DevSecOps, c'est un peu des développeurs spécialisés en cybersécurité qui vont faire de l'audit de code ou des choses comme ça, qui vont s'assurer que quand vous programmez une application, elle est programmée de façon sécuritaire, puis il n'y a pas de vulnérabilité qui s'est glissée dans le code de la façon que vous l'avez programmé. Fait que ça, c'est tous des exemples de... Puis il y en a plus que ça. Il y a aussi le domaine de la cyber-enquête, que là, c'est supposons les gens qui travaillent à la Sûreté du Québec qui font de l'enquête sur les internets. Ça, c'est le domaine de la cyber-enquête. Fait que ça, c'est toute la partie Blue Team. Fait que la conclusion un peu de ça, c'est il y a beaucoup plus d'emplois dans le domaine de la Blue Team que le domaine de la Red Team. Fait que c'est une partie à ne pas sous-estimer. Le monde pense à la cybersécurité, il pense à hacker des affaires, mais dans le fond, c'est beaucoup plus gros que ça, puis ça inclut toute la partie Blue Team qui est absolument gigantesque. Les tests d'intrusion, on l'a évoqué tantôt. C'est quoi un test d'intrusion? C'est disons, la définition pseudo-officielle. C'est une simulation de cyberattaque autorisée. Fait qu'on va avoir une équipe de hackers qui vont hacker nos propres affaires, puis on leur a donné le droit. Fait que là, c'est souligné autorisé. Ça veut dire que vous pouvez pas hacker des affaires que vous n'avez pas le droit. C'est illégal. On n'a pas le droit de faire ça. Ça permet, dans le fond, tout ça, on fait pas ça pour le fun, évidemment. Ça permet d'évaluer la sécurité d'un système informatique. Puis c'est toujours suivi par un rapport de test d'intrusion. Fait qu'un test d'intrusion, ça sert à rien s'il n'y a pas de rapport. Ça sert à rien de hacker quelque chose pour le fun de hacker quelque chose. Il faut, quand on trouve des vulnérabilités, les écrire à quelque part, puis l'envoyer à quelqu'un, puis faire le suivi pour être certain que c'est corrigé ces vulnérabilités-là. Ça se fait toujours en 3 phases, qui vont faire un cercle, la phase de reconnaissance, l'évaluation des vulnérabilités, puis l'exploitation. Est-ce que j'ai des descriptions? Non. Ok, d'accord. Fait que la reconnaissance, c'est, disons, prendre le temps de comprendre c'est quoi notre cible. Puis plus on va comprendre c'est quoi notre cible, plus on va avoir de possibilités de trouver des vulnérabilités là-dedans. Fait que si on se dépêche vraiment rapidement, puis qu'on est pressé, puis nous autres on veut absolument hacker quelque chose, puis qu'on prend pas notre temps, ben on risque d'être beaucoup moins efficace. Parce que plus on met de temps dans la reconnaissance, plus on risque d'avoir une cible large. Fait que supposons que je veux hacker une entreprise, mais là, je peux chercher cette entreprise-là sur Facebook, sur LinkedIn, chercher tous les sites web qui appartiennent à l'entreprise. Après ça, trouver toutes les adresses IP qui appartiennent à cette entreprise-là. Plus on cherche, puis plus on trouve les affaires. Peut-être que l'entreprise a plusieurs sites web, peut-être qu'elle a un intranet, peut-être qu'elle a un VPN, peut-être qu'elle a plein d'affaires. Fait que là, la cible devient super large. Puis là, quand la cible devient super large, ben, statistiquement, tu as beaucoup plus de chances de trouver des vulnérabilités dans une cible super large. Fait que plus tu es efficace à la reconnaissance, plus tu es efficace pour trouver des vulnérabilités. Et une fois que tu trouves des vulnérabilités, ben là, tu peux les exploiter. Fait que c'est le fait de hacker l'affaire, de vraiment le hacker, dans le fond. Puis là, une fois que tu hackes des affaires, ben souvent, ça va te donner accès soit à des données ou des comptes ou des affaires de même. Fait que supposons, je réussis à trouver une vulnérabilité pour pour me connecter à l'intranet d'une entreprise. Ben là, je l'exploite, fait que je me connecte à l'intranet de cette entreprise-là. Puis là, maintenant, il faut que je recommence la reconnaissance parce que là, maintenant, j'ai accès à un intranet. Fait que j'ai accès à plein de nouvelles affaires. Fait que là, il faut que je recommence à tout checker qu'est-ce que j'ai accès pour après ça essayer de retrouver d'autres vulnérabilités. Puis là, on fait un cycle de même. Comme ça que ça se passe. Un test d'intrusion, puis c'est comme ça qu'on hack des affaires. OK. Fait que ça, c'était la section un peu plus
comme comprendre qu'est-ce que les mots veulent dire dans le domaine de la cybersécurité. Fait que quand il y a du monde qui vont vous parler de cybersécurité, ben, normalement, vous devriez un peu plus savoir de quoi ils parlent. Maintenant, on va parler des outils. En fait, on va rentrer un peu plus dans la section pas tant technique, mais plus concrète, disons. Fait que c'est quoi un outil en cybersécurité, déjà? C'est quelque chose que les gens trouvent souvent intimidant. C'est de comprendre c'est quoi un outil en cybersécurité. Fait qu'un outil, c'est un script qui automatise une attaque qui peut être faite à la main, dans le fond. C'est quelque chose qui est juste beaucoup plus rapide, puis beaucoup plus facile que de le faire manuellement, mais ça pourrait quand même être fait manuellement. C'est ça qu'il y a à retenir. C'est ça qu'il faut mettre l'emphase. C'est que ça pourrait être fait manuellement, c'est juste qu'on est trop lâche ou qu'on n'a pas assez de temps, fait qu'on le fait rapidement en le programmant. Fait que c'est pas magique. Fait que chaque fois que vous tombez sur un outil qui a de l'air de hacker des affaires automatiquement, puis vous comprenez pas ce qui se passe, faut toujours s'arrêter puis se dire ok, c'est pas magique, ça fait des affaires que n'importe qui peut faire. Et on peut s'arrêter pour essayer de comprendre ce que ça fait. Fait qu'un exemple d'outil de cybersécurité, c'est Hydra, que ça s'appelle. C'est un outil pour faire des attaques par force brute. Fait que supposons une page d'authentification, on va envoyer des milliers de requêtes d'authentification par minute. Ça va être super rapide. Ça va tester plein de combinaisons d'utilisateurs mots de passe. Puis là, ça va essayer d'en trouver qui sont valides. Mais ça, moi, là, je pourrais faire ça à la main. Je pourrais rentrer le nom d'utilisateur, rentrer le mot de passe, faire Enter, checker si ça marche. Mais c'est juste vraiment long puis ennuyeux. Fait qu'il y a du monde qui sont arrêtés puis qui l'ont programmé pour qu'il y ait un script qui le fasse à ta place tout seul. Mais c'est ça, tous les outils de cybersécurité, ça revient toujours au même concept. Bon, on fait une petite branche. On va parler de Linux, puis après ça, on va revenir à la cybersécurité. C'est quoi Linux, pour ceux-là qui ne sauraient pas? C'est une famille de systèmes d'exploitation. Fait que vous autres, vous utilisez probablement Windows ou macOS, mais Linux, ça remplace Windows ou macOS. Puis, il y a un concept de distribution dans Linux. Puis pourquoi il y a un concept de distribution? C'est parce que c'est open source. Fait que dans le fond, le monde, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la version open source de Linux. Dans le fond, le code source est... Tu peux aller voir le code source de Linux en ligne. Fait que là, tu downloads le code source de Linux, tu le modifies pour que ce soit exactement comme tu voudrais. Puis là, après ça, tu compiles tout ça, puis tu te dis, tiens, j'ai fait un nouveau système d'exploitation. En fait, j'ai fait une nouvelle distribution de Linux. Fait que comment on peut l'imaginer, c'est que Linux, c'est de la crème glacée, puis distribution, c'est des saveurs de crème glacée. Mais c'est tout de la crème glacée. Fait que c'est entièrement personnalisable. Fait que là, les gens, ben, ils ont fait plusieurs distributions selon leurs besoins. Fait que des exemples les plus connus, on a Ubuntu, il y a une distribution Ubuntu Desktop et Ubuntu Server. La version Ubuntu Desktop, c'est avec, ça ressemble un petit peu à Windows, disons. Puis Ubuntu Server, t'as pas d'interface, t'as juste des lignes de commande dans le fond. Fait que ça, c'est surtout utilisé pour des serveurs, justement. Bon, d'autres distributions qui existent. Linux Mint, qui est, dans le fond, la version de Linux que son seul objectif, c'est de ressembler le plus à Windows possible. Puis, ceux-là qui nous intéressent le plus, c'est Kali et Parrot, que c'est des distributions qui sont axées sur la cybersécurité. Fait que ça, encore une fois, c'est pas magique. C'est juste des gens qui ont pris Linux, puis ont installé plein d'outils de cybersécurité. Et dans le fond, ça, c'est juste des scripts. Ils ont tout installé, puis ils ont comme tout packagé ça ensemble, puis on dit, tiens, comme ça, si tu veux tes outils de cybersécurité, t'as pas besoin de les installer un par un. Ils vont juste tout venir par défaut dès que tu vas installer ton système d'exploitation. Fait que c'est juste vraiment pratique. Mais techniquement, quelqu'un qui voudrait juste prendre Ubuntu Desktop, supposons, ben, il pourrait installer manuellement chaque outil, puis ça ferait la même affaire. OK. Fait que Kali et Parrot, ben c'est, on l'a déjà dit, des distributions Linux axées sur la cybersécurité offensive avec plusieurs outils préinstallés. Bon, j'avais des images, puis ils n'ont pas loadé. Imaginez-vous qu'il y a des screenshots. Puis là, vous pouvez voir un screenshot de Kali, ça a l'air de ça. Puis Parrot, ça ressemble à ça. Très minimaliste, en effet. Bon, c'est ça. Mais dans le fond, c'est juste un bureau comme un bureau de Windows
avec des programmes d'installer dessus, puis c'est des programmes de cybersécurité. Fait que voilà la conclusion des 2 screenshots qu'on vient juste de voir. Ça dépend purement de vos préférences personnelles, dans le fond. Comme vous avez pu le constater, Kali puis Parrot, c'est exactement la même affaire. Fait que ça dépend purement de vos préférences personnelles. Puis il existe plusieurs vidéos, blogs de comparaison entre les deux. Si vous allez sur des forums, sur Reddit ou des affaires de même, le monde ils vont dire « Ah ouais, moi j'utilise Kali. Ah non, moi j'utilise Parrot. Ah non, moi j'utilise Ubuntu puis j'installe tout manuellement. » Puis le monde il se trouve vraiment cool. Mais la vérité, moi je vous la dis aujourd'hui, j'ai la vérité vraie, c'est que c'est la même affaire. Puis il n'y a absolument aucune différence entre les deux. Fait que stressez pas pour choisir Kali ou Parrot, vous pouvez littéralement faire pile ou face puis prendre n'importe lequel. Les machines virtuelles. Fait que là, on a parlé de système d'exploitation. Là, ce qui est malheureux, c'est que nous autres, on aime Windows. On aime beaucoup Windows, puis on ne veut pas remplacer Windows par Linux. Fait que, il existe des machines virtuelles pour régler ce problème-là. Dans le fond, une machine virtuelle, ça va vous prendre quelque chose, une application qui permet d'exécuter des machines virtuelles, puis une machine virtuelle, c'est un système d'exploitation exécuté comme un programme sur votre système d'exploitation principal. Fait que, supposons, moi, j'ai Windows. Ben là, je peux lancer une machine virtuelle, puis dans le fond, je vais lancer Linux, mais sous forme d'application. Fait que comme ça, j'ai pas besoin de remplacer mon Windows par Linux. Fait que ça, c'est merveilleux. Fait que c'est ça qu'on va faire. C'est beaucoup plus efficace que de tout deleter mon ordi, puis remplacer par Kali parce que ça me tentait de m'amuser avec Kali ou avec Parrot ou whatever. Fait que voici la petite procédure, c'est très très simple. On installe soit VMware ou VirtualBox, qui sont les deux plus connus. Après ça, on télécharge soit Kali ou Parrot, puis on importe le fichier dans le programme qu'on a installé. Puis là, pouf, on peut lancer nos machines virtuelles. Puis là, on a accès à toutes les fonctionnalités de Kali ou de Parrot, puis on est prêt à faire ce qu'on veut. Fait que là, maintenant, on est seté. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire de la pratique. Moi, qu'on pratique la cybersécurité avec un super concept qui est la sainte trinité des tutoriels, des CTF et des environnements de pratique. Comment que ça marche? On commence par n'importe où, et supposons qu'on commence par les tutoriels. Ben, ça nous permet d'acquérir des connaissances, fait que c'est des connaissances théoriques. Après ça, on va avoir des environnements de pratique, qui ça nous permet d'acquérir de l'expérience. Puis des CTF, qui nous permettent de découvrir des nouveaux sujets. Fait que là, on va faire « Ah, ben, je savais pas que ça existait. » Fait que là, on va faire des tutoriels là-dessus. Puis après ça, on va s'entraîner. Puis là, on va participer à des CTF pour découvrir des nouvelles affaires. Puis là, on va faire « Ah, ben, je savais pas que ça existait. Je pourrais en apprendre plus là-dessus. » Puis là, ça fait un cycle sans fin qui fait que plus ça va, puis plus votre brain devient gigantesque. Fait que concrètement, c'est quoi? Des tutoriels, c'est des tutoriels que vous trouvez en ligne. Ça peut être des cours à l'université. Ça peut être... c'est juste des connaissances théoriques. Les environnements de pratique, ben, il en existe plein. En fait, on va voir, pour tous ces trois-là, on va voir une liste plus tard. Puis les liens vont être dans la description de la vidéo. Mais c'est ça. En fait, des tutoriels, bon, je vous ai déjà décrit c'est quoi. Des environnements de pratique, ça va être par exemple des machines virtuelles ou des compagnies qui sont prêts à lancer des serveurs juste pour vous laisser les hacker, pour vous laisser vous entraîner à hacker des affaires. Ou ça peut être, supposons, si on pense à un cours de programmation, ben, les tutoriels seraient les cours, puis les environnements de pratique seraient, supposons, les TP, les travaux pratiques, où est-ce que vous programmez, vous mettez les mains à la pâte, puis vous essayez de programmer des affaires. Les CTF, c'est pour Capture the Flag, on va voir ça aussi plus tard. Dans le fond, c'est des compétitions de hacking. Puis les gens qui font du design de CTF, du design de challenge pour les compétitions, ben eux autres, ils ont besoin de flatter leur ego, puis ils ont besoin de dire « Moi, je vais faire un challenge super spécial, qu'il n'y a personne qui a jamais entendu parler de ça de toute sa vie. » Puis c'est ça. Fait que dans le fond, c'est l'avantage que ça a, c'est que quand vous participez à des CTF, généralement, ben, vous allez découvrir des nouveaux sujets. Fait que ça vous permet justement d'aller chercher des tutoriels sur ce sujet-là, puis faire tourner cette merveilleuse roue. Fait qu'une liste de tutoriels. Apprendre la programmation, parce qu'on l'a vu que ça fait partie des bases un peu avant d'apprendre la cybersécurité. C'est un peu important de savoir comment faire de la programmation. Fait que
si vous écoutez ça, vous êtes probablement à l'université. Suivre des cours d'université, c'est une très bonne source. Mais des exemples de sources gratuites, on a W3 Schools, qui vous permet d'apprendre plein de langages de programmation. Je pense qu'il y a PHP, JavaScript, Python. Puis ce qui est bien, c'est que il y a une espèce d'interpréteur directement dans la page web où est-ce que vous pouvez exécuter votre code. Fait que ça fait un tutoriel, après ça, vous exécutez du code, après ça, un tutoriel. Fait que là, c'est ça. Très bonne ressource. Maintenant, apprendre la cybersécurité, il y a Hack the Box Academy que je vous le recommande, mais malheureusement, c'est payant, mais c'est pas cher. C'est, je crois, 10$ par mois quand vous êtes étudiant. Puis ça vaut amplement la peine. C'est des très 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 bonnes formations. Puis en fait, tu sais, j'ai mis ça dans le tutoriel, là, mais c'est pas tout noir et blanc. Là. En fait, eux autres, ils alternent aussi du contenu à lire. Après ça, des exercices plus pratiques où est-ce que là, ils vont directement vous lancer une machine virtuelle Parrot. Vous n'avez même pas besoin d'installer Parrot. Ils font tout à votre place, tout dans le browser. Puis là, vous pouvez comme vous pratiquer tout de suite tout dans la même page. En tout cas, c'est vraiment bien fait. Je vous le recommande fortement. Puis sinon, c'est beaucoup plus axé juste... En fait, c'est axé juste sur le web, mais je vous le recommande aussi très fortement. C'est Portswigger Academy. Que ça, c'est purement gratuit. Puis il y a même les professionnels, les gens qui font des tests d'intrusion depuis 5 ans, ils font tout ça quand même parce que le contenu est juste tellement bon puis il est tellement à jour. Souvent, quand il y a une nouvelle vulnérabilité, ils sont les premiers à mettre leur contenu à jour pour inclure ce genre de vulnérabilité-là. Fait que c'est tellement du contenu de bonne qualité que même les experts qui font ça depuis plusieurs années ils utilisent ça. Fait que je vous le recommande fortement aussi. Puis c'est super accessible aussi. Ils vont de très 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 basic à très très avancé. Ça, c'est pour les tutoriels. Environnement de pratique. TryHackMe, que ça vous fait... En fait, TryHackMe et Hack the Box, c'est deux services que, un peu comme j'expliquais tantôt, ça va vous lancer des machines virtuelles vulnérables, puis vous allez pouvoir vous entraîner à le hacker en toute légitimité. Fait que vous n'avez pas besoin d'essayer de hacker le gouvernement. Il y a des gens qui vont lancer des machines virtuelles pour que vous puissiez vous entraîner sans être illégal. Si vous avez à choisir entre les deux, puis que vous venez juste de commencer, je vous recommande TryHackMe. C'est un petit peu plus facile que Hack the Box. En fait, c'est juste un peu plus guidé. Hack the Box, ils font juste dire « Ok, on a lancé le serveur, maintenant arrange-toi. » Tandis que TryHackMe, ben, ils vous font comme un peu quelques petites... Ils vous guident avec quelques petites lignes pour dire ben, « Tu pourrais commencer par regarder ça, tu pourrais commencer à regarder ça. » Là, c'est beaucoup plus pratique de se faire guider plus au début. Fait que c'est des services clés en main. Ensuite, si vous êtes vraiment hardcore, puis c'est gratuit les deux. Si vous êtes vraiment hardcore, vous pouvez monter votre labo vous-même. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Vous prenez le truc de machine virtuelle que je vous ai montré tantôt, puis vous downloadez des machines virtuelles vulnérables, puis vous lancez ces machines virtuelles-là vulnérables. Puis à partir d'une deuxième machine virtuelle, vous essayez de hacker celle-là qui est vulnérable. Fait qu'il y a toujours façon de faire ça aussi. Des CTF, ça c'est une liste de CTF, ça revient toujours un petit peu à la même affaire. C'est tout des sites web qui sont, en fait, les 3 premiers sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez vous inscrire quand vous voulez, puis vous entraîner à faire des petits challenges, puis c'est vraiment axé sur les débutants. Je vous recommande Pico CTF parce que c'est le plus axé sur les débutants. Souvent, ça va vous expliquer dans la description du défi un peu comment le résoudre. Puis là, vous allez devoir juste faire un peu juste penser un peu à votre affaire pour le résoudre, mais c'est vraiment une excellente façon d'apprendre. Ring Zero CTF, c'est bien parce que c'est québécois, fait que je vous le recommande aussi. Puis sinon, si jamais vous passez à travers les 2 premiers, parce que vous êtes une brute puis vous avez fait ça pendant je sais pas combien d'heures, ben il y a toujours CTF Learn aussi qui existe, qu'ils ont juste d'autres défis de plus. Mais honnêtement, si vous passez à travers tout ça, c'est vraiment impressionnant. C'est des heures et des heures de plaisir. Ensuite, Hackfest Beginner CTF en novembre, puis United CTF en septembre, que c'est 2 CTF que je recommande fortement pour les débutants. Ça, c'est des événements, fait que ça arrive juste pendant quelques jours. Fait que vous inscrivez, puis il y a un scoreboard, puis des affaires de même. Fait que ça aussi, c'est très bon pour les débutants. Finalement, nous autres, c'est nous, le club de sécurité informatique de l'Université Laval. Qu'est-ce qu'on vous offre par rapport à tout ça? On vous offre des tutoriels avec une suite de formations, dont celle que vous avez le privilège de regarder en ce moment.
Et en fait, la suite de formation d'initiation à la cybersécurité, je vais finir par le dire, sur YouTube. Les formations des années précédentes aussi sur YouTube. Puis les nouvelles formations à chaque session. Fait qu'à chaque session, à toutes les 2 semaines, on vous fait des formations sur plein de nouveaux sujets. Fait que ça, c'est ce qu'on offre en termes de tutoriel. Ensuite, pas environnement de pratique, mais plutôt pour se pratiquer. On a des projets. On a un projet en ce moment. En fait, on a 2 projets en ce moment. On a le projet de Fuzzer ici, puis on est en train d'organiser un CTF justement pour débutants et intermédiaires. Fait que dans la section CTF, on participe à des CTF, puis c'est nouveau de cette année, on organise un CTF nous-mêmes, où est-ce que tous les étudiants de toutes les universités et tous les cégeps vont être invités à participer. Puis si vous êtes membre du club, vous êtes aussi invité à participer si vous n'êtes pas un organisateur. Fait que c'est ça qu'on vous offre, nous autres, à travers toute la mer d'informations que je viens de vous donner. Le club aussi, on crée de la valeur, puis on vous l'offre. Voilà. C'est tout. Merci de m'avoir écouté.